Bonjour et merci de nous retrouver pour notre émission Sagesse bouddhiste. C'est un hymne à la beauté auquel nous vous convions aujourd'hui. La beauté des visages, des couleurs, de la terre, des éléments. Autant de thèmes heureux, grandioses, immortalisés notamment au Tibet par le moine photographe Mathieu Ricard. Ces photos sont actuellement exposées en format géant sous le toit de la Grande Arche de la Défense près de Paris. Une immersion merveilleuse dans la joie et le mouvement, les teintes et les grands espaces, et l'occasion de ressentir que la beauté peut faire du bien. Voici le très beau film d'Hermès Garanger. C'est venir tellement occupé. On n'est pas en haut de la montagne, mais je suis heureux de te voir. Ah oui, c'est gentil. Je suis heureux de te voir, je suis heureux de voir. Pour moi, la photographie est une sorte d'hymne à la beauté sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, un hymne à la beauté spirituelle. Par exemple, la beauté d'un grand maître spirituel. Et ce ne sont pas des beautés qui répondent aux critères d'Hollywood ou de la beauté grecque, mais c'est l'émanation d'une beauté intérieure, celle de la sagesse, de la compassion, de l'éveil, qui se manifeste sur des visages qui expriment comme une immense harmonie intérieure. Cartier-Bresson disait « Je ne prends pas des photos, c'est les photos qui me prennent ». À un moment donné, on ne peut pas résister, parce que c'est tellement beau ou quelque chose, ou une situation qui vous interpelle. Je me souviens, je fais souvent des, je ne sais pas si on a ici, mais je fais souvent des portraits au 400 mm, parce qu'on est assez loin, dans une foule. Il y a un Tibétain qui me regardait avec un air sombre. Il y a beaucoup de monde, il ne savait pas si j'avais fait une photo de lui avec son air sombre. Et il n'était pas sûr que c'était lui que j'avais photographié, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et puis donc, la première photo, je l'ai prise, et puis comme ça. La deuxième, j'ai fait comme ça. Il a vu que c'était lui, donc un immense sourire, et j'ai fait la photo de suite après. Et on voit le contraste, quelqu'un qui s'ouvre, parce qu'il y a une complicité qui se crée, même à 10 mètres de distance. Dans mon ermitage, des fois, pendant 15 jours, je ne prends pas une seule photo. S'il n'y a pas la lumière, s'il n'y a pas quelque chose qui vous émerveille, ou un visage, ou un moment magique dans les montagnes, je ne cherche pas à faire des photos pour faire la photo. C'est pour ça que j'ai jamais pu... Parfois, on m'a demandé est-ce qu'on pouvait faire un reportage sur telle chose. Je dis, moi, je ne peux pas. Moi, il faut que je vive quelque part. Il faut que les choses se fassent. Puis je suis là. Il y a un livre qui est Voyage immobile. En gros, j'ai passé... Maintenant, j'en ai refait une autre édition 15 ans plus tard. Ça correspond à peu près à 1 an et demi assis sur mon derrière à attendre la lumière. Sauf que je n'entendais rien, je n'étais pas là pour ça. Sauf quand il se passe quelque chose, ben, je suis là. Puis on apprend des autres. Moi, parfois, je passe 10 minutes à contempler la photo d'un autre photographe en m'imprégnant comme si je buvais, comme c'est la terre qui reçoit de la pluie et qui s'imprègne de tout ça. Si vous voulez, la nature vous offre des choses, il faut savoir les voir. Ensuite, il faut savoir faire chanter la lumière. Et puis, il y a aussi la beauté de l'être humain, car nous avons trop souvent tendance à tomber dans le syndrome du mauvais monde, de penser que l'être humain est fondamentalement mauvais ou que le monde est mauvais. Et de ce fait, eh bien, nous perdons confiance dans la nature humaine. Alors qu'au fond du fond, on pourrait plutôt parler d'une bonté originelle, du moins dans le bouddhisme, ce qu'on appelle la nature de Bouddha, qui est toujours présente comme une pépite d'or au fond de nous. Alors bien sûr, cette pépite d'or peut être tombée dans la boue, enveloppée de scories, mais l'or, une fois qu'on l'a sorti, qu'on l'a dégagé de ce qui l'enveloppe, qu'on l'a nettoyé, il brille de tous ses feux, et on ne l'a pas amélioré, il n'a pas été dégradé quand il était dans la boue, l'or reste de l'or, simplement nous actualisons cet or. Donc redonner confiance dans cette bonté originelle qui est au fond de la nature de notre conscience et qui peut toujours être exprimée, même par les pires malfaiteurs qui peuvent changer, se transformer, se mettre au service des autres après avoir nui aux autres.
la sobriété heureuse dont parlait Pierre Rabhi, mais ça s'appelle aussi la simplicité volontaire, quoi que ce soit le nom qu'on lui donne, c'est de faire mieux avec moins. C'est un développement qualitatif et non pas quantitatif. Parce que la croissance, quand on parle de développement durable, c'est déjà un peu suspect, parce que le développement, on pense toujours à plus de quelque chose. En fait, il faut faire mieux. Je préfère parler d'harmonie durable, où on reste en harmonie sociale en remédiant à la richesse au sein de la pauvreté, et d'harmonie durable vis-à-vis de l'environnement, où ici, maintenant, au mois d'août, on a épuisé toutes les ressources renouvelables de la planète à la moitié, au bout de 6 mois de l'année, au lieu de 12. Donc, c'est pas durable. 2 Américains sur 3 ont une voiture. C'est pas normal. Je veux dire, si tout le monde entier avait ce même pourcentage de voitures, toutes les réserves de pétrole seraient épuisées en un mois, je veux dire. Donc, c'est pas vivable. On n'a pas 5 planètes. À un moment donné, il faut arrêter cette course effrénée au surplus, à la consommation qui n'amène même pas au bien-être. Donc, il faut revenir à un équilibre. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de volonté, de détermination et de jugeote. C'est pas moi, je suis pas responsable, c'est pas moi je suis pas responsable de tout ça parce que c'est venu lentement. C'est venu sur un siècle. La grande accélération, c'est des années 50. Mais voilà, c'est pas moi qui suis responsable, et on y participe quand même. Et l'idée qu'il faut faire alors le mot décroissance, les gens n'aiment pas non plus, mais simplement simplifier, se débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire. Ce qui n'est pas nécessaire, ça ne contribue même pas à notre bien-être, ça contribue à rien du tout, sinon à dégrader la planète. Et puis, il y a l'hymne à la beauté de la part sauvage du monde. C'est ce qui nous émerveille, c'est les immenses paysages, la beauté dans toute sa splendeur. La beauté des autres espèces, les 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde. Quand on est émerveillé par quelque chose, la beauté de cette nature sauvage, eh bien, nous avons tendance à respecter ce qui nous émerveille, nous n'allons pas le détruire. Si nous le respectons, nous sommes concernés par son état, par sa situation, par son sort. Et si nous sommes concernés, cela nous mène à l'action. Donc le simple émerveillement devant la beauté de la part sauvage du monde ne suffira pas à elle seule, bien sûr, à régler la question de l'environnement, mais elle peut apporter un message inspirant pour nous motiver profondément à préserver l'intégrité de notre environnement, de la biodiversité dont nous faisons partie. Encore un fossé éthique d'incohérence qui fait que du moment que ce n'est pas notre espèce, ça n'a plus d'importance. En gros, nous sommes tout, ils sont rien. Bon, ça, c'est un truc qui est intenable. Parce que maintenant, la science vous dit bien que, pour ce qui est des émotions, la plupart des espèces les plus, qu'on appelle évoluées, qui ont un système nerveux développé, ressentent les émotions, ressentent la douleur. On sait que les poissons ressentent la douleur, maintenant on sait que les crustacés ressentent la douleur, on sait que les crabes ressentent la douleur. On sait qu'un homard qui met dans l'eau bouillante pendant 1 minute, il souffre, ça le martyre. Mais simplement, voilà, ils n'ont pas d'expression faciale, c'est pas les mêmes, ils ne s'expriment pas la douleur de la même façon, puis ils n'ont pas d'émotion et tout. L'évolution est un continuum. Si on a des émotions, il y en a d'autres qui en ont. Si on a de l'intelligence, ils en ont aussi sous différentes formes. Voilà, à partir du moment où on voit ça, que c'est un continuum, il y a eu 18 espèces d'hominidés avant l'Homo sapiens. C'est pas un saut quantique où brusquement l'Homo sapiens est arrivé, tellement supérieur à tout le monde. C'est une gradation. Et l'évolution est très économe, ce qui fait que si un truc est utile comme les émotions, eh ben ça se trouve ailleurs aussi. On n'a rien inventé, c'est pas tombé du ciel. Donc tout ça fait que on ne peut pas dire nous sommes tout, ils sont rien, et les instrumentaliser à notre plaisir. Et enfin, il y a la beauté de l'altruisme que j'ai essayé aussi de montrer dans la photographie, notamment en photographiant les projets menés à bien par Karuna Sechen, principalement parmi les populations les plus pauvres en Inde, au Népal, qui montrent la beauté de se mettre au service des autres, la beauté finalement que l'altruisme par rapport à la laideur de l'égoïsme, la laideur de l'animosité, la laideur de l'indifférence,
c'est la beauté de la solidarité, de la fraternité, de la sororité, la beauté de marcher ensemble vers un monde meilleur en ayant davantage de considération dans le court terme pour remédier par exemple à la pauvreté au sein de la richesse, à la justice sociale, à prendre davantage de considération dans le moyen terme en assurant une manière de vivre satisfaisante pour que tout le monde puisse s'épanouir dans la vie, et davantage de considération pour les générations futures, en saccageant pas la planète dont ils vont hériter, sachant qu'ils diront « vous saviez et pourtant vous n'avez rien fait ». Mais on voit que les changements de culture, ça a toujours commencé par une idée forte, des gens déterminés, et à un moment donné, il y a une masse critique. L'exemple qui est intéressant, c'est par exemple l'abolition de l'esclavage en Angleterre. Il y a une dizaine de personnes qui étaient respectées, qui ont dit qu'il faut abolir l'esclavage. Tout le monde a rigolé. À la Chambre des Commons, ils ont dit mais c'est pas possible. L'Empire britannique va s'écrouler économiquement. On ne peut pas se passer de l'esclavage. Sauf que l'idée a fait son chemin et que 10 ans plus tard, l'esclavage est aboli. Et les gens disent on peut quand même pas continuer. Ça va pas, c'est immoral. Donc l'idée était suffisamment forte. Il n'a pas besoin d'être majoritaire, il suffit qu'elle soit cohérente et forte. Et on dit il y a un point de bascule et la culture change. Et là, est-ce qu'on va arriver au point de bascule? Là, on arrive à des points de bascule qui ne sont pas très bons. C'est ceux de l'environnement, avec des points de non-retour sur les disparitions des espèces, sur le CO2, sur plein de choses, le méthane. Et puis on voit aussi l'impuissance des gouvernements, parce que, par exemple, la COP26, ils ont dit on va faire une résolution sur le méthane, on va réduire le méthane. Tout le monde a pris cette résolution. C'est génial. Mais ils ne peuvent pas savoir qu'à part le permafrost, la principale source de méthane, c'est l'élevage industriel. Donc les États qui ont signé ça, ils ne sont même pas idiots, ils savaient à quoi ils leur tournaient. Et bien juste après, un mois après, la Commission européenne dit qu'il faut promouvoir la consommation de viande parce qu'il y a etc. Et vous allez voir la FNSEA en France, ils vont vous dire la même chose. Il faut savoir, soit vous dites que vous allez réduire le méthane, soit vous n'allez pas encourager la principale source contrôlable d'émissions de méthane, qui est 10 fois plus actif que le CO2 pour le gaz à effet de serre. Et ce serait le truc le plus facile à réduire. Parce que, bon, arrêter de bouger, etc., c'est compliqué. Arrêter de manger de la viande, ça prend 30 secondes. Même pas. Claquement de doigts. Je ne mange plus, fini. Je me nourris plus de la mort et de la souffrance des autres. Ça prend pas beaucoup de temps. C'est une décision. C'est tout. Donc c'est facile, d'un certain point de vue. Bizarre. Par mon travail photographique, très humblement, j'essaie de faire prendre conscience de la beauté spirituelle, la beauté de l'être humain, la beauté de la part sauvage du monde et la beauté de l'altruisme. Voilà une très belle exposition au message clair à voir jusqu'au 30 novembre prochain. Et pour prolonger l'effet de ces superbes images, voici quelques indications de lecture. Un demi-siècle dans l'Himalaya de Mathieu Ricard, édition La Martinière, version collector. 350 photos accompagnées des témoignages du moine photographe qui aide depuis 50 ans les réfugiés tibétains en leur donnant la totalité de ses droits d'auteur et de photographe. Un voyage immobile de Mathieu Ricard aux éditions La Martinière, des paysages de montagne à couper le souffle, immortalisés depuis les hauteurs d'un ermitage népalais. Cette beauté de la nature invite tout simplement à la paix et à la méditation. Voilà, c'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir durant un mois en ligne sur France.tv. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un très heureux dimanche, de la contemplation et de la beauté.